qui mènent cette industrie de la finance islamique. Donc là, tous ces pays-là en vert. Et de plus en plus, des pays européens. Pourquoi les pays européens? Parce qu'on s'est rendu compte depuis la crise financière de 2008, il y a un engouement sur tout ce qui apparaît comme alternatif à la finance mondiale. On parle de plus en plus d'économie sociale et responsable, on parle de crowdfunding, on parle d'économie sociale et on parle aussi de plus en plus de finance islamique parce qu'on se rend compte que cette crise qui a conduit à l'effondrement du système financier mondial a besoin de plus d'éthique. Et c'est en cela qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, en allant s'interroger sur les principes de la finance islamique, cela crée une certaine résilience dont l'économie a besoin. Donc en dehors des pays européens, de plus en plus, l'Afrique, certains pays africains commencent également par s'y intéresser. Donc voilà un peu aujourd'hui, et on dit, hein, c'est l'Eldorado aujourd'hui. Parce que vous voyez, nos économies africaines sont beaucoup plus des économies réelles. C'est moins des économies boursières. Le financement se passe est généralement bancaire. Donc, nos économies africaines se prêtent beaucoup plus à la finance islamique. Et c'est pour ça que, depuis quelques années, il y a un engouement et la Banque islamique de développement essaie de pousser cette industrie dans les différents pays. Alors, quand on va parler de finance islamique, généralement, on évoque des contrats. C'est une finance du contrat. Comme on l'a dit tantôt, on ne vend pas de l'argent. Il faut créer de la valeur et cette valeur se crée à travers des contrats. Il y a à peu près une dizaine, douzaine de contrats qui sont le plus souvent utilisés pour structurer les opérations de finance islamique. L'objectif n'est pas de revenir sur la définition de chacun de ces contrats, mais retenons simplement qu'il y a des contrats. Quand je vais aller voir un banquier, un financier, une compagnie d'assurance qui va me proposer un produit, derrière ce produit, en fait, il y a des contrats qui sont généralement connus. Retenons simplement qu'il y a deux grandes catégories de contrats. Des contrats commerciaux, c'est-à-dire qu'on va acheter et vendre, et des contrats participatifs, où la rémunération sera basée sur le rendement qui va provenir de l'activité financière. Donc, c'est des termes arabes qu'on utilise souvent, mais sous le contrôle de M. Anouar, les normes indiquent qu'on n'est pas obligé d'utiliser forcément les termes arabes. Un contrat de murabaha, par exemple, qu'on utilise souvent dans les banques, dans les institutions financières, c'est de l'achat-vente. Donc, le banquier islamique, c'est quelqu'un qui est, comme on l'a dit, c'est une économie réelle, finance des biens tangibles. Donc, c'est quelqu'un qui ne reste pas au bureau pour vendre de l'argent. C'est quelqu'un qui doit connaître son marché. Parce qu'il faut qu'il connaisse ses clients. Il va acheter des marchandises qu'il va revendre à ses clients. C'est différent comme paradigme. Avouons que ce n'est pas ce qu'on constate le plus souvent dans la finance. Le banquier qui devient commerçant, le banquier qui vend des meubles, le banquier qui va vendre de la vanille, le banquier qui va vendre de l'eau. Et ça, en finance islamique, on va le constater. Donc une murabaha en finance islamique, c'est une opération où je vais acheter et je vais vendre. Ijara, il y a des similitudes dans certains de ces contrats avec des contrats conventionnels. De l'Ijara, c'est simplement que je résume, hein, c'est du crédit bail, voilà. Et puis, Moudaraba, il y a cette terminologie aussi souvent, hein, beaucoup de gens disent qu'ils ont cette conception un peu réfractaire parce qu'on utilise beaucoup de la terminologie arabe. Mais je peux vous rassurer que ce n'est que de la terminologie, ce n'est qu'une langue et que chacun de ces termes, chacun de ces contrats a un équivalent conventionnel. Donc ce sont des contrats généralement qu'on utilise pour structurer les différents produits. Et donc les produits, c'est quoi les produits en finance islamique? On a résumé un peu. Hein. Quand vous allez, vous regardez un peu le bilan d'une banque islamique, bon, je
sais que parmi nous, il y a des spécialistes chevronnés de la finance, de la banque, mais ce n'est pas ça l'objet. L'objet ici, c'est de dire simplement que quand on regarde dans une banque, un bilan d'une banque islamique, en fait, on retrouve quasiment la même chose que ce qu'on trouverait dans une banque conventionnelle, avec quelques spécificités. Et les spécificités majeures, c'est un peu ce que j'ai rappelé tout à l'heure, ce sont les contrats. Derrière tous ces produits-là, c'est-à-dire qu'en finance islamique, on a des produits d'épargne, on a des produits de placement, on a des produits d'investissement, on a tout ce qu'on peut avoir en conventionnel. Simplement que derrière, ce sont des contrats. Et puis, au niveau du passif, dans le bas du passif, on a des réserves, un certain nombre de réserves qui sont spécifiques à des contrats financiers islamiques qu'on ne retrouve pas en finance conventionnelle. Mais, grosso modo, c'est pratiquement la même chose. Alors les forces, qu'est-ce qu'on peut énumérer aujourd'hui comme force de cette industrie? C'est souvent un outil de différenciation. Vous êtes banquier, vous avez un besoin de diversifier votre offre, la finance islamique peut vous y aider. Elle est éthique. À travers ces principes que nous avons évoqués tout à l'heure, vous l'avez compris, c'est une finance de contrat, c'est les principes qu'il faut connaître, c'est les principes qu'il faut manipuler. Et elle est au service de l'économie réelle, c'est-à-dire on finance du bien tangible, on finance la réalité, on ne finance pas de la dette, on ne finance pas des produits dérivés, ainsi de suite. Elle n'est pas inflationniste. Et donc, c'est aussi un point positif de savoir que nous sommes ici face à une industrie qui croît, je l'ai dit tantôt, de 10% chaque année. Et ce n'est pas rien. Attractive et sophistiquée de plus en plus, il y a des efforts qui se font, parce qu'il y a des critiques qui se fait de cette industrie, c'est de dire qu'elle est trop proche de la finance conventionnelle. Il y a toute une ingénierie également qui travaille pour amener un peu plus de sophistication à cette industrie. Et elle est de plus en plus compétitive en prix, en qualité et en temps. Les faiblesses, aujourd'hui ce qu'on constate, tantôt je l'avais dit, 75% des actifs de la finance islamique environ sont logés dans les banques. Ça reste donc très intermédiaire. Donc il y a les banques, donc des banques full islamiques, mais aussi des fenêtres islamiques. Les fenêtres islamiques de banques conventionnelles. Ça veut dire simplement que lorsqu'on a une banque conventionnelle, lorsqu'on a une institution financière décentralisée, proposant des produits et des services conventionnels, on peut aussi à l'intérieur de son institution créer un département de finance islamique. Donc, quand on considère les banques islamiques, les fenêtres islamiques des banques conventionnelles, nous sommes à peu près à 75%. Après, il y a aussi d'autres supports, ce sont les soukouk, les obligations islamiques, il y a aussi de l'assurance islamique qu'on appelle takafoul, les fonds d'investissement islamiques, mais aujourd'hui on constate que l'essentiel des actifs est concentré au niveau bancaire. Elle n'est pas assez diversifiée, un peu ce que je disais, il y a les assurances, le marché des capitaux. Alors, une des faiblesses également qui est faite à l'industrie aujourd'hui aussi, c'est la diversité des écoles de pensée, des écoles juridiques dans la religion. On a compris les sources de la finance islamique sont des sources primaires, donc le Coran, la Sunna et puis d'autres sources secondaires. Et vous voyez bien que quand on va aller toucher à ces sources, on va devoir faire face à des écoles de pensée, des écoles juridiques qui divergent sur certains points, mais pas toutes. Heureusement, fort heureusement, nous avons une institution internationale qu'on appelle l'AOIFI qui va émettre un certain nombre de standards de manière à harmoniser les différents points de vue des scolaires, qu'elles soient des différentes écoles de pensée, pour que l'industrie puisse avancer, évoluer, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Une finance moralement exigeante, oui, elle est exigeante, parce que, en fait, nous ne sommes pas, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été formés, forgés à la finance islamique. Et on trouve qu'il y a beaucoup d'exigences. Parce que, en fait, quand on parle des exigences de la finance islamique,
c'est parce qu'on la compare à la finance conventionnelle. La finance conventionnelle, c'est très simple, je te donne l'argent, tu en fais ce que tu veux. Or, en finance islamique, le banquier va devoir aller chercher le bon produit, il se comporte comme un commerçant, donc c'est un peu plus d'exigence. Sans compter toutes les questions de conformité, de gouvernance qu'il faut avoir au sein de l'institution financière islamique. C'est ce qui fait que, bon, on pense qu'elle est assez exigeante. Alors, pas assez mondialisée, nous en avons parlé, et des innovations trop timides, même si il y en a de plus en plus. Tout ceci pour dire que, généralement, pour développer un marché de finances islamiques, il faut une conjonction de deux facteurs importants. Il faut d'abord qu'il y ait de la volonté de la part des gouvernants. S'il n'y a pas de volonté de la part des gouvernants, du régulateur, des acteurs du marché, on ne peut pas développer la finance islamique. Parce que, on l'a dit tantôt, il y a un certain nombre de contrats, de contraintes, des outils, des mécanismes qu'il faut mettre en place. Donc la première des choses, il faut ce qu'on appelle le government pull, volonté gouvernementale forte.